Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce 5e épisode de Brut de Capteur. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez également me suivre sur la page Facebook ou sur le site brutdecapteur.fr. Vous avez certainement durant cette semaine un petit peu bossé votre mode manuel et vous savez maintenant compenser un manque de lumière ou au contraire faire face si vous en avez trop. En revanche, vous vous demandez peut-être pourquoi utiliser tel réglage ou tel autre. Exemple type, si j'ai trop de lumière, je vais souvent avoir deux possibilités. Soit je peux fermer mon diaphragme pour limiter la quantité de lumière qui rentrera dans mon appareil, ou je peux aussi choisir de raccourcir mon temps de pause pour qu'elle rentre moins longtemps. On sait maintenant que d'un point de vue de notre exposition, cela ne changera rien du tout. En revanche, nos photos seront certainement différentes. Cette vidéo est là pour vous aider à comprendre quels effets ont vos réglages sur vos photos. Le premier réglage dont on va parler, c'est certainement celui qui vous intéressera le plus. C'est l'ouverture. L'ouverture est un réglage qui joue énormément sur ce que l'on appelle la profondeur de champ. Alors, j'ai prévu de faire une vidéo entière sur la profondeur de champ, donc on va beaucoup simplifier pour ne pas empiéter sur la suite du programme. Pour faire simple, la profondeur de champ, c'est une notion de profondeur dans une photographie où tout sera net. Dit comme ça paraît un peu barbare, mais vous allez voir que vous savez déjà ce que c'est sans le savoir. Prenons ces trois photographies. Elles ont toutes une profondeur de champ différente. Dans notre première photo, ici, notre objet au premier plan est net, alors que le deuxième, plus loin dans ma photo, est flou. Mon troisième, dans le fond, est complètement flou et il est presque non identifiable. On dit que la profondeur de champ est très faible. Pour obtenir cet effet de faible profondeur de champ, il va falloir ouvrir son diaphragme au maximum, ou tout du moins vers une valeur importante. En ce qui vous concerne, il faudra se mettre sur une valeur de 3.5 ou plus si vous avez une optique qui permet d'ouvrir par exemple à 2.8 ou à 1.8 ou encore à 1.4. Dans cette deuxième photographie, le premier objet est net, le deuxième est aussi net et le troisième est flou. On voit donc que ma profondeur de champ est un petit peu plus étendue que dans ma première photo. Elle a été prise à f8, pour vous donner un ordre d'idée. Et dans la troisième photographie, la profondeur de champ est maximale, puisque mes trois objets sont nets. Pour avoir une très grande profondeur de champ, il va falloir fermer son diaphragme en le réglant sur des valeurs de f11 ou f16 ou encore f22 par exemple. On verra également que l'ouverture n'est pas le seul réglage qui joue sur la profondeur de champ, mais ici c'est celui-ci qui nous intéresse. Le deuxième paramètre qui peut jouer sur vos photographies, c'est le temps de pause. On a déjà parlé de ça dans la vidéo précédente, souvenez-vous. Si vous utilisez un temps de pause supérieur à la valeur de 1 sur la focale, eh bien à main levée, vous obtiendrez en règle générale des photos floues. On verra que cette règle n'est pas toujours vraie et qu'il faut qu'un certain nombre de paramètres soient quand même réunis. Et n'oubliez pas que si vous êtes obligé d'avoir des temps de pause trop longs, eh bien vous devrez absolument poser votre appareil photo sur un trépied ou sur quelque chose de stable. Mais le temps de pause peut aussi avoir d'autres effets sur vos photographies. Ici, on voit par exemple que l'aile de mon abeille a été figée à la prise de vue alors qu'elle vole. Pour arriver à figer un mouvement aussi rapide, eh bien il va falloir utiliser des temps de pause extrêmement courts. Ici, dans notre exemple, on est à 1 millième de seconde. Le choix du temps de pause peut donc avoir son importance. Si vous aviez pris cet insecte à 1/200 de seconde, voilà ce que vous auriez obtenu. Notre insecte aurait été tout aussi net. En revanche, les ailes qui, elles, vont très vite, eh bien, auraient été floues. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'une abeille fait environ 200 mouvements par seconde avec chaque aile. Ce qui veut dire qu'à 1/200 de seconde, l'aile de mon insecte aura effectué un mouvement complet. Les ailes sont donc floues. A contrario, pour obtenir un effet laiteux, par exemple sur cette photo, ou un effet de fantôme, par exemple sur celle-là, eh bien, il faudra se diriger vers des temps de pause plus longs. Pour ma cascade, 1 à 2 secondes minimum, ça peut être plus, et pour cet effet fantôme, entre 1/10 de seconde et 1/30 de seconde. Vous l'aurez donc compris, lorsque vous voulez figer une image, vous vous orienterez vers des temps de pause très courts, et lorsque vous aurez besoin d'utiliser des effets fantômes ou des effets de mouvement, eh bien, vous devrez vous diriger vers des temps de pause plus longs. Et enfin, on va parler du troisième paramètre que vous connaissez, à savoir la sensibilité. Elle aura tendance en photographie numérique à agir sur la qualité de mon image. En effet, lorsque j'augmente ma sensibilité au-dessus d'une certaine valeur, comme par exemple 800 ISO pour des appareils photo débutants, eh bien, on a l'apparition sur nos photographies de ce que l'on appelle le bruit numérique.
Alors, on a prévu de faire une vidéo entière sur le bruit, donc on ne va pas trop s'étendre là-dessus, mais pour faire simple, c'est quoi le bruit numérique? Eh bien, c'est une détérioration de votre image par l'apparition de petites taches de couleur, en règle générale rouges et vertes. Ça, c'est le bruit de chrominance, mais aussi d'un effet granuleux assez désagréable que l'on appelle souvent l'effet mouton et qui s'apparente donc au bruit de luminance. Le bruit numérique ne doit pas être confondu avec le grain en photo argentique. Avec les pellicules, on parle de grain et c'est un phénomène un petit peu différent. Pour éviter tout ça, je vous conseille dans la mesure du possible d'essayer de rester sur la valeur d'ISO la plus basse possible. On l'a déjà vu dans la vidéo précédente. Si vous avez un boîtier d'entrée de gamme, par exemple chez Nikon ou Canon, type 1100D, 1200D, D3200, D3300, eh bien essayez de ne pas dépasser les 800 ISO. Pour les plus chanceux qui ont un expert ou un professionnel, on peut bien souvent aller vers des valeurs de 1600, voire même 3200 sans avoir trop de bruit. Tout cela reste bien sûr très relatif et cela dépend de la montée ISO de votre appareil. En photographie, j'aime bien parler de contraintes. Je dois toujours, avant de prendre une photo, me demander quelles sont mes contraintes. Et malheureusement, cela change souvent. Un exemple, je suis sur cette plage, ici, comme le jour où j'ai pris ce blocos dans la région d'Arcachon. En l'occurrence, quelle est ma contrainte? Quelles sont mes contraintes? Puisqu'ici, j'en ai deux. La première, ça va être une contrainte d'ISO. Je resterai sur la valeur la plus basse afin d'avoir une bonne qualité d'image. Je suis en paysage et je veux une bonne qualité d'image. Pour le reste, j'ai une autre contrainte. Cette contrainte, c'est une contrainte de profondeur de champ. J'ai besoin que mon blocos au premier plan soit net et que mes nuages au second ou voire même au dernier plan soient nets aussi. Pour cela, je sais donc maintenant qu'il faut que je me place sur un diaphragme de f8 ou plus. Et une fois que j'ai réglé ma contrainte de diaph et de sensibilité, eh bien je réglerai mon dernier paramètre, à savoir mon temps de pause, en fonction des deux premiers. Ici, par exemple, pour que ma jauge soit à peu près au milieu, je serai sur une valeur de 1 centième de seconde avec la quantité de lumière qui est disponible à cette heure-là de la journée. Pas de souci, je contrôle, je crois que je suis à 24 mm, donc à 24 mm, je suis largement au-dessus de ma valeur de 1 sur la focale, puisque 1 centième de seconde est largement au-dessus. Deux autres exemples rapides. Ici sur ce portrait, quelle est ma contrainte? Eh bien, c'est pareil, j'ai une contrainte de profondeur de champ, mais à l'inverse, je voudrais, dans notre cas, obtenir une profondeur de champ très faible, afin d'isoler mon visage de son arrière-plan, et avoir un arrière-plan flou. Pour cela, on fera l'inverse, en ouvrant au maximum notre diaphragme. Je crois que cette photo a été prise à 2.8 ou 3.5, je ne sais plus. Et dernier exemple, avec cette photo de cascade qu'on a vue tout à l'heure, ici vous l'aurez compris, ma contrainte va être une contrainte de temps de pause. Il vous faudra donc régler votre temps de pause sur une valeur de 1 à 2 secondes, 1 à 2 secondes. Ça peut être également plus, 10, 30 secondes, à vous de voir. Pour cela, vous réglez votre diaphragme en fonction de ce que vous dit votre jauge d'exposition. C'est-à-dire, en gros, je règle mon temps de pause, qui est ma contrainte, et je règle mon ouverture en fonction de ce que j'ai réglé en termes de temps de pause. Voilà, ici 1 à 2 secondes c'est trop long, donc j'utilise forcément un trépied. Encore une fois, tout cela n'est pas très naturel, vous aurez donc besoin de pratiquer pour être à l'aise. Donc ne vous découragez pas et pratiquez encore et encore. Même à la maison avec des objets simples, comme ce que l'on a vu dans la vidéo précédente, et n'hésitez pas à recommencer jusqu'à ce que vous compreniez bien ces mécanismes. Et enfin, petite astuce de fin de vidéo. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais dans mes 3 exemples, je n'ai pas touché à ma valeur d'ISO. Pourquoi? Eh bien parce que même quand j'ai une contrainte d'ISO, c'est souvent la même contrainte. Une contrainte d'avoir l'ISO le plus bas possible. 9 fois sur 10, vous n'aurez donc pas de contrainte de sensibilité. Mon astuce, c'est donc, lorsque vous sortez, pour vous balader, de régler votre ISO minimum. Si j'ai un temps très couvert, je vais me mettre à 400 ou 800 ISO. Et si j'ai une luminosité normale, je vais me mettre à 100 ISO. Cette valeur d'ISO doit correspondre à la valeur minimum d'ISO pour la quantité de lumière disponible. À moins de rentrer dans une église ou dans une habitation très sombre, eh bien vous n'aurez pas besoin de toucher à cette valeur d'ISO. Vous n'aurez donc besoin que de vous préoccuper des 2 derniers paramètres, à savoir votre ouverture et votre temps de pause. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut retenir? On a appris que notre ouverture agit sur la profondeur de champ. Plus j'ouvre mon diaphragme et plus la profondeur de champ est faible. Inversement, plus je ferme mon diaphragme et plus j'aurai de choses nettes à l'intérieur de ma photographie. On a appris aussi que notre temps de pause agissait sur les mouvements de nos sujets. Plus mon temps de pause est court et plus je peux figer un mouvement rapide. A l'inverse, plus mon temps de pause est long, plus j'obtiendrai des effets de mouvement et de flou.
Nous avons vu également que la sensibilité pouvait jouer sur la qualité de nos images et que si l'on augmente celle-ci au-delà d'une certaine valeur, eh bien on avait l'apparition de ce que l'on appelle le bruit numérique. On a introduit aussi la notion de contrainte et la façon dont il fallait réfléchir avant de prendre une photo. Et enfin, nous avons vu une petite astuce pour gagner du temps à la prise de vue en réglant la valeur d'ISO minimum pour la quantité de lumière disponible afin de ne plus avoir à y toucher. N'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, partagez-la pour faire vivre la chaîne. Je vous invite également à me suivre sur la page Facebook et sur le site brutdecapteur.fr. Et n'oubliez pas, partageons. Si ça t'a pas suffi, tu peux retrouver les épisodes précédents et aussi t'abonner.